La fin du XIXe siècle voit naître l'Art nouveau, un courant artistique qui va irriguer de nombreux domaines, notamment les arts graphiques, les arts appliqués et, pour ce qui nous intéresse, la bijouterie. Cet art unit décoration et fonctionnalité, rejette les objets sans âme produits par l'ère industrielle et cherche à intégrer la beauté à la vie quotidienne. Si l'art doit entrer au cœur de la vie, il n'apparaît pas alors excessif qu'un accessoire comme le peigne ornemental soit porté au rang d'œuvre d'art. L'abondante chevelure féminine en sera le plus parfait écrin, à moins que l'objet soit lui-même l'écrin de la beauté de la femme, comme nous le montre cette carte postale. La ligne courbe est à la base de toute création. C'est elle qui définit les contours. Elle serpente et s'interpénètre pour créer un objet tridimensionnel. Ces arabesques ondoyantes et gracieuses seront constamment privilégiées car leur dynamisme traduit le mouvement de la vie. Ces entrelacs sont même capables de donner une impression de souplesse, voire de mollesse, au métal dont ils sont constitués. Loin du classicisme qui a prévalu jusque-là, les créateurs laissent désormais libre cours à leur imagination. La nature devient la source première de leur inspiration. Aussi, les boucles s'enrichissent-elles d'éléments floraux. Il s'agit d'une nature sauvage, non domestiquée, saisie dans sa spontanéité. Les rameaux et les fleurs sortent donc volontiers du cadre. La corne va se révéler le matériau idéal des créateurs de peignes. C'est René Lalique, le célèbre bijoutier français, qui le premier en révèle les qualités. De nombreux artistes s'empressent de le suivre et, comme lui, signent leurs œuvres, ce qui ne se faisait jamais auparavant sur de tels objets. Tout comme le maître, ils sculptent la corne claire et choisissent des thèmes floraux non conventionnels, comme ici les monnaies du pape, ou bien les feuilles de vigne vierge. L'ajout de touches de peinture est une des caractéristiques des peignes de l'Art nouveau français. Dans cette mouvance, la femme est chargée d'une liberté nouvelle qui se traduit par l'expression de sa sensualité. Ces parures doivent ajouter à son mystère, tel ce bandeau de métal sur fond de nacre, orné de cabochons de verre et de perles sauvages. Si les artistes de l'Art nouveau se concentrent sur la féminité, c'est qu'ils lui attribuent toutes les qualités auxquelles ils donnent valeur et qu'ils veulent exalter. Beauté, délicatesse, douceur et rêverie. L'imprévu de leurs assemblages, comme la corne, l'argent et les pierres semi-précieuses, le mélange de matériaux nobles et de moindre valeur, sont un point important de leur vocabulaire artistique. Cette pièce en est un bon exemple et renvoie aux créations de Lucien Gaillard ou de Georges Fouquet. Celle-ci illustre le même principe, avec peut-être plus de finesse encore. À première vue, forme et décor semblent minimalistes, mais on perçoit vite combien le bijou est élaboré. Cette approche esthétique puise sa source dans l'art japonais. Après l'exposition universelle de 1867, le japonisme a exercé son influence jusque dans les coiffures à coque des femmes. Les peignes vont alors par trois pour maintenir et embellir le chignon. Le motif de la guirlande s'impose ici sur un article de joaillerie associant écailles blondes et or. Cette photo, qui date de 1907, offre une variante de cette mode où la fleur de velours ou de satin tient une certaine place dans l'embellissement des cheveux. Les arabesques se brisent parfois pour rechercher un espace, conquérir un volume ou encore trouver un angle de vue inattendu. Le célèbre architecte Victor Horta disait « Préférez la tige et le bouton à la fleur éclose ». Femme et fleur sont deux images symboliques presque toujours associées. Les regards sont tournés vers le ciel, à la recherche d'un ailleurs, d'une autre réalité.
La douceur et la fragilité dont ils sont chargés inspirent fortement les artistes qui tentent de traduire ces sentiments délicats dans leur création. La corne se prête parfaitement à cela. Malléable, translucide, elle se laisse courber, sculpter et nervurer facilement. On peut la peindre et même y ajouter un glaçage nacré. Plus que les épingles, les peignes prennent des formes audacieuses. Ces ornementations, inspirées de la nature, introduisent du sensible dans les objets quotidiens. Ces ornementations, inspirées de la nature, touchent le cœur par leur beauté. Le gros plan permet d'apprécier le travail de gravure, si fin qu'il donne un aspect soyeux à l'objet. Même si le nom qui signe cette pièce est peu connu, il témoigne du soin et de la volonté du créateur d'en faire un bijou unique. Peu de barrettes ont été produites à cette époque, mais elles ne sont pas sans charme. Elles étaient surtout abordables pour une clientèle modeste, ce qui était le vœu des artistes qui voulaient mettre l'art à la portée de tous. Plus sophistiqué, ce peigne à la marguerite mérite l'attention. La fleur est en bronze doré, ornée d'une pierre opalescente, montée en cabochon. Elle est fixée sur une pièce d'ivoire, percée exactement selon les contours mêmes de la fleur. Le motif de la marguerite est récurrent dans l'Art nouveau, car elle est la fleur la plus simple qui soit. Mais c'est une fleur vivante que l'on représente, en montrant les pétales courbés par le vent, les volumes, les reflets changeants, la texture diaphane. Il s'agit cette fois d'une œuvre de Gype, alias Georges Pierre, qui lui a réussi à se faire un nom aujourd'hui apprécié. En comparaison, cette pièce plus tardive est traitée de façon beaucoup moins naturaliste. Sa structure est fortement soulignée de noir et restreint l'importance des petites fleurs qui la décorent. Elle est signée d'un certain Burlisson, peut-être un créateur d'Oyonnax, dans la vallée de l'Ain, célèbre pour ses manufactures de peignes. L'illustre comédienne Sarah Bernard a popularisé à sa façon l'image de la femme fleur. Elle se traduit sur ce peigne par deux ombelles fleuries en symétrie et dont les feuilles se rejoignent au centre pour former un petit cœur. La fleur de cerisier ou de pommier, souvent représentée, célèbre la nature à la manière des Japonais. Dans cette culture, on le sait, femmes et fleurs sont étroitement associées depuis plusieurs siècles. Le style floréal trouve son aboutissement quand la fonctionnalité de l'objet disparaît pour laisser place à l'émotion que procure sa beauté. Ainsi cet iris, qui figure avec l'orchidée, parmi les fleurs fétiches de l'Art nouveau. On aime ses pétales froissés, tordus, ses contours qui s'enflent avec vigueur. La corne est sculptée avec une telle perfection qu'elle semble avoir pris chair sous les doigts de l'artiste. On l'a vu, le japonisme a exercé son influence sur les coiffures occidentales, mais cela va plus loin. Il modifie le regard sur la nature, il l'aiguise et le conduit à s'attarder sur des créatures insignifiantes en apparence. On prête ainsi attention aux formes les plus petites et délicates, celles qui ont une existence terrestre éphémère, légère, presque inconsistante. Le monde des insectes est à redécouvrir dans son environnement, de la façon la plus naturaliste possible. Ce criquet semble posé sur de hautes herbes ondulantes au vent. Sous les doigts du sculpteur, il a acquis une dimension esthétique. Il est devenu un élément graphique noble. La libellule, précieuse et diaphane, apporte un souffle de fraîcheur et féconde l'imaginaire des artistes. Si elle nous donne l'impression d'être prête à prendre son envol, c'est que l'on a oublié qu'il s'agissait d'un peigne. Jusqu'ici, la peinture n'était pas imaginable sur un bijou.
On voit sur ce détail à quel point elle est indispensable au réalisme de l'objet. Le ton miel de la corne, relevé de petits strass, s'accorde à merveille au vert éclatant du corps de l'insecte sur cette pièce attribuée à Élisabeth Bonté. La chevelure féminine, comme toujours, est le plus beau des écrins. L'image de la femme, allégorique ou mythifiée, n'est en effet jamais très éloignée de ces figurations. Les oiseaux tiennent une place importante dans la nature et sont porteurs de symboles. Les paons évoquent l'amour par leur chatoyante parade et leur danse de séduction. Ils vont souvent par deux, car leurs corps peuvent former des géométries originales et harmonieuses. Les voici face à face, sur un modèle en celluloïd peint, signé Auguste Bonnat, le célèbre styliste d'Oyonnax. Moins figuratifs, ces deux pans dos à dos, en bronze doré, sont typiques du bijou Art Nouveau. La précision et la beauté du travail rappellent l'art du maître Lalique. On revient au bruissement de la vie avec ces deux moineaux qui s'affrontent autour de baies rouges, dans un puissant battement d'ailes orchestré comme un ballet. Leurs corps sont en totale instabilité, mais produisent une symétrie savante qui les rééquilibre l'un par rapport à l'autre. Cette œuvre parfaitement maîtrisée est signée Albert Vigan, célèbre créateur des années 1900. Pour compléter ce bestiaire, on se doit d'évoquer, après les bêtes volantes, les bêtes rampantes, particulièrement intéressantes pour les ondulations de leur corps. Ces créatures sont intrigantes pour le frisson et parfois même l'effroi qu'elles procurent. Elles font facilement le pont entre le monde réel et le monde chimérique. Le dragon en est la figure la plus éloquente. Proche du reptile, il incarne les aspects occultes qui, à cette époque, séduisent un public sensible aux thèmes gothiques du Moyen Âge. Cette pièce pleine de force, signée Auguste Bonnat, nous invite à aller au-delà d'une répulsion naturelle pour accéder au monde du fantastique. La femme se doit de clôturer cette exposition, car tour à tour séduisante, inquiétante et insaisissable, elle représente le côté obscur de l'univers. Porteuse de tous les fantasmes, elle concentre ce qui a inspiré cette époque, l'imagination, le rêve et le mystère. Sa chevelure opulente et sinueuse coule encore en ruisseau sur son corps pour en révéler la sensualité. Mais cet élan se brisera très vite. Dès 1905, un autre courant artistique va prendre sa place, museler cette liberté créatrice qui lui fait peur, pour imposer son ordre et sa rationalité.